Bien, bonjour tout le monde. Nous sommes heureux de vous accueillir à notre premier webinaire organisé par notre association, Jamaïtna, l'IAS Matoun Jamia, Tunisia Forum. Aujourd'hui, c'est le premier et nous allons discuter d'un point qui est important pour notre pays, à savoir la gestion des eaux du Bled en Tunisie. Et surtout, parce qu'il y a une loi qui est en train d'être discutée au niveau de notre Assemblée des représentants du peuple pour décider comment cette richesse nationale sera gérée pour les prochaines années. Notre webinaire s'intitule Code des eaux de la gestion à la régulation, c'est-à-dire que nous avons un système qui gère les eaux et on veut aller un peu plus loin au niveau de la régulation de cette richesse de façon à pouvoir mieux la gérer, réduire le gaspillage et surtout assurer la pérennité pour les générations futures. Je suis heureux donc de vous présenter nos trois spécialistes de la gestion des eaux en Tunisie. Je commencerai par Siani Kchok, qui lui est un ancien directeur du bureau de la planification hydraulique. Ça veut dire que le système de l'eau et sa gestion, il s'y connaît. Il va nous le présenter, c'est un ingénieur général. Il va donc nous présenter comment aujourd'hui cette richesse est gérée. Ensuite, je passerai la parole à Silutfi Nassef, qui est un ancien directeur du bureau donc de BRH, donc le bureau de l'inventaire, c'est ça. Donc, et lui, ce qui est intéressant au niveau de Silutfi, c'est qu'il a participé à la rédaction des premières versions, et je pense aussi de celle-ci, concernant le système de code des eaux. Donc, il va nous parler ce qu'apporte aujourd'hui ce nouveau code, et puis quels sont les points qui sont très importants, qui doivent être, nous l'espérons, conservés dans ce code. Notre troisième intervenant, qui est une intervenante, qui est Madame Thoraya Meller, qui est universitaire, qui est data scientist, et qui s'y connaît aussi dans la gestion des informations sur l'eau dans notre pays. Elle va nous présenter comment elle voit cette gestion d'informations qui doit être associée au code de l'eau. Alors, sans plus tarder, je donne la parole à Siani Kchok, qui va nous présenter donc l'état actuel de la gestion des eaux dans notre pays. Siani, à vous. Merci Sénégie. Mon intervention donc, va porter sur les ressources en Tunisie et avec un aperçu donc, sur les points faibles, les points forts et les défis à relever au cours des années suivantes. Pour cette aide pour le partage de l'écran. Donc, mon intervention comporte 4 parties, des ressources en eau en Tunisie, des acquis et des points forts, des points faibles et les défis à relever. Les ressources en eau donc, proviennent des précipitations et si on observe cette carte qui donne les précipitations moyennes annuelles sur le territoire de la Tunisie, on constate qu'il y a plusieurs variabilités d'une région à une autre. Il y a donc le nord qui reçoit le plus de pluviométrie, de 400 jusqu'à 1200 mm,
Le centre reçoit de 200 jusqu'à 400 mm et le sud, c'est presque sec avec moins de 100 mm. On peut dire donc que le climat de la Tunisie est de l'aride au semi-aride avec une disparité régionale importante des précipitations. Il y a aussi une variabilité interannuelle importante d'une année à une autre. Donc, si on voit ce diagramme qui donne la pluviométrie annuelle au nord de la Tunisie depuis 1980, on constate qu'il y a des fluctuations d'une année à une autre et les précipitations donc diffèrent beaucoup, avec une fréquence des années sèches et qui peuvent parfois atteindre les 3 années sèches consécutives. Alors, ces précipitations donnent à la Tunisie des ressources en eau renouvelables, c'est-à-dire disponibles qu'on peut utiliser, estimées à 4,8 milliards de mètres cubes par année. Elles sont réparties entre les eaux de ruissellement, c'est-à-dire les écoulements dans les oueds qu'on peut capter par les barrages, et les eaux souterraines. Il y a les eaux de la nappe peu profonde, dont la profondeur est inférieure à 50 mètres. Ces ressources sont estimées à 0,7 milliards de mètres cubes par année, alors que la nappe profonde a des ressources renouvelables estimées à 1,4 milliard de mètres cubes par année. On constate aussi que la majeure partie des eaux souterraines ont une salinité qui dépasse les 1,5 g par litre, donc leur utilisation devrait se faire avec certaines précautions. Il y a un indicateur international bien connu qui s'appelle la dotation et qui est obtenu en divisant les ressources en eau renouvelables sur la population du pays. Alors pour la Tunisie, si on divise les 4,8 milliards sur la population, on trouve qu'il y a une dotation de 400 mètres cubes par habitant et par année. La classification internationale considère que tout pays dont la dotation est inférieure à 500 est considéré comme un pays donc, de stress hydrique, c'est-à-dire avec une situation de pénurie d'eau prononcée. Et malheureusement, donc, notre pays, avec ses 400 mètres cubes par habitant et par année, donc, est parmi ces pays-là. Vu cette situation, la Tunisie a réalisé plusieurs programmes et stratégies depuis une cinquantaine d'années pour gérer ses ressources en eau. Et ces programmes-là ont donné des résultats, des résultats satisfaisants avec des acquis et des points forts qu'on va donc les rappeler rapidement. Il y a tout d'abord une imposante infrastructure hydraulique pour la mobilisation des ressources en eau avec 37 barrages d'une capacité de 2,360 milliards de mètres cubes. Ces barrages sont interconnectés, c'est-à-dire ils sont liés entre eux, ce qui permet une certaine souplesse de gestion. Le taux d'accès à l'eau potable au milieu urbain est de 100% et au milieu rural, il est de 94,5% et c'est un taux qui est considéré comme un taux assez élevé aussi. Il y a eu des périmètres irrigués et aménagés sur une surface de 435 000 hectares et qui contribuent donc largement à la production agricole du pays. 94% des périmètres irrigués sont équipés par les systèmes d'économie de l'eau tels que le goutte à goutte, ce qui permet de réduire les consommations d'eau en irrigation. Il y a aussi un cadre réglementaire riche et varié pour la gestion des eaux, tel que le Code des eaux de 1975, bien qu'il mérite maintenant une révision. Il y a un cadre institutionnel et organisationnel structuré et présent dans tous les gouvernorats, tels que la SONED, les commissariats de développement agricole aussi, donc, qui opèrent sur tout le territoire du pays. Ceci dit qu'il y a des points faibles assez importants qu'il faut travailler pour améliorer la situation. Il y a tout d'abord une dégradation des ressources en eau, une dégradation quantitative avec une exploitation de plus en plus intensive des nappes. Si on regarde ce diagramme, on constate qu'il y a une croissance continue de l'exploitation des nappes d'eau souterraines profondes. On a dit au départ que les ressources renouvelables de ces nappes-là sont de 1,4 milliard. Maintenant, on est en train d'utiliser ou d'exploiter 1,8 milliard. C'est-à-dire qu'on est
en train d'exploiter non seulement les ressources renouvelables, mais aussi on est en train d'épuiser une partie des réserves, ce qui risque de mettre en péril ces nappes-là. Ceci est dû essentiellement au développement du phénomène des forages illicites. Ce sont donc des points d'eau qui sont créés par les particuliers sur tout le territoire de la Tunisie pour bénéficier de points d'eau qui ne sont pas autorisés et qui sont généralement donc réalisés sur des nappes qui sont déjà fragiles, donc ce qui risque d'aggraver leur situation. Il y a aussi des problèmes de dégradation qualitative avec la pollution due au rejet des eaux usées ménagères et industrielles. Les ressources en eau sont limitées, mais il y a une croissance continue des besoins. On voit ici le diagramme de l'évolution du volume de l'eau prélevé par la SONED. Ce volume-là est passé de 400 millions de mètres cubes en 2002 à plus que 700 millions de mètres cubes en 2018. Cette croissance peut être satisfaite jusqu'à maintenant, mais si la situation continue comme ça, donc l'équilibre fragile entre l'offre et la demande risque d'être rompu. L'infrastructure et les réseaux hydrauliques sont vétustes et mal entretenus. Il y a des pertes importantes dans les réseaux, avec près de 30% de pertes pour les réseaux SONED, pour l'agriculture c'est plus. Il y a le phénomène de l'envasement des barrages. Chaque année, on a une moyenne d'environ une vingtaine de millions de mètres cubes de sédiments qui se déposent dans le barrage et qui réduisent leur capacité de retenue. Les stations de l'épuration de l'ONAS sont en train de traiter actuellement de l'ordre de 280 millions de mètres cubes par année. Normalement, ces eaux-là devraient consolider les ressources en eau qu'on a, mais malheureusement, ces ressources en eau souterraines ne sont pas suffisamment utilisées parce que leur qualité est souvent inadéquate. Il y a aussi quelques problèmes de gouvernance qui sont grande efficacité. Et on va donc citer juste deux exemples. Le premier exemple, il concerne la gestion par les GDA. Les GDA, ce sont des associations entre les différents exploitants qui gèrent les systèmes hydrauliques au milieu rural, soit les systèmes de l'eau d'irrigation, soit les systèmes de l'eau potable au milieu rural. Alors, ces GDA manquent énormément de moyens, d'une façon générale, et connaissent des difficultés qui limitent leur autonomie financière et l'efficacité de leur gestion, ce qui se répercute donc sur la qualité de leurs services et sur l'état des réseaux qui risquent aussi de se détériorer. Il y a aussi un manque d'une réelle participation à la prise de décision des acteurs à l'échelle locale. Donc, il y a une certaine décentralisation persistante. Alors, les défis à relever. D'abord, assurer une sécurité hydrique pérenne des ressources en eau par la mise en place d'une gestion de la demande, c'est-à-dire il faut mettre des mesures pour ramener les besoins au niveau des disponibilités. Parmi ces mesures, on peut citer à titre d'exemple l'économie de l'eau et la réutilisation des eaux usées traitées. Il faut aussi assurer la protection des ressources en eau menacées, donc comme on a dit, par l'exploitation abusive et les pollutions, en mettant en place les mécanismes nécessaires pour protéger cette ressource. Par ailleurs, les changements climatiques prévoient pour la Tunisie une augmentation de la température et une baisse des précipitations. Donc, on aura des besoins qui seront encore plus importants et des ressources qui vont diminuer. Donc, pour cela, il faut mettre en place un plan national d'adaptation au changement climatique avec une meilleure gestion de la sécheresse et des inondations qui sont de plus en plus fréquents et intenses. Le défi suivant, c'est de garantir la sécurité alimentaire. Là, il faut agir au niveau de l'agriculture irriguée et au niveau de l'agriculture pluviale. Tout d'abord, pour l'agriculture irriguée, il faut assurer la valorisation économique et améliorer la productivité de l'eau en choisissant les cultures rentables économiquement qui valorisent mieux l'eau. Pour l'agriculture pluviale, qui est constituée en Tunisie essentiellement des oliviers et des céréales, ces cultures-là devraient être menées avec des pratiques permettant de tirer le meilleur profit de l'eau
pour améliorer leur production. Défi suivant, c'est la sauvegarde des investissements des infrastructures hydrauliques, qui sont des investissements très importants et de plus en plus lourds. Il faut assurer donc la préservation de ces infrastructures par la protection des bassins versants et des sols agricoles contre l'érosion, ce qui permet de diminuer l'envasement des barrages, garantir l'équilibre financier des institutions gestionnaires de l'eau, telles que la SONED. Il faut que les recettes soient suffisantes pour que cette institution peut donc assurer l'exploitation et l'entretien de ces infrastructures. Sinon, donc, il risque une dégradation des équipements avec une dégradation aussi de la qualité de service. Il faut assurer une maîtrise de la consommation de l'énergie et du recours à l'énergie renouvelable. En fait, la charge pratiquement la plus importante pour l'exploitation de l'eau, c'est les frais de l'énergie qui sont de plus en plus donc élevés. Alors, il faudrait limiter les coûts de l'énergie par le recours à l'énergie renouvelable. Autre défi, c'est mettre en œuvre une nouvelle stratégie de changement du comportement des usagers vis-à-vis de l'eau, par une meilleure communication, la sensibilisation et le partage de l'information, et assurer un partenariat institutionnel avec les acteurs à l'échelle locale pour leur permettre une réelle participation à la prise de décision. Enfin, donc, en résumé, on rappelle que les ressources en eau en Tunisie sont limitées, irrégulières, avec des problèmes de qualité et des effets de changement climatique qui risquent d'aggraver la situation. Il y a certes des points forts, mais il y a des points faibles tels que l'exploitation abusive, l'état des infrastructures, les risques de pollution et la gouvernance. Les défis consistent essentiellement à assurer la sécurité hydrique et la préservation des ressources en eau, la sécurité alimentaire, l'adaptation au changement climatique et la maîtrise de l'énergie. Pour faire face à ces défis-là, il faut appliquer des réformes sur différents plans, tels que les plans techniques, économiques, législatifs et institutionnels. Et la révision du Code des eaux constitue la base réglementaire de ces réformes pour une meilleure gestion et la préservation des ressources en eau. Et merci pour votre attention. Merci, c'est Ali, pour cet excellent tour sur la situation actuelle de la gestion des eaux dans notre pays. Et puis aussi, merci pour les différents points sur lesquels vous êtes en train d'attirer notre attention pour une meilleure gouvernance et une meilleure gestion de cette ressource. Je crois qu'on y reviendra, surtout s'il y a des questions qui seront posées par nos suiveurs actuellement sur notre chaîne YouTube. Je passe la parole à Si Lotfi Nasf, qui va nous exposer maintenant de façon beaucoup plus focalisée sur ce nouveau code des eaux qui est en train d'être discuté aujourd'hui à l'ARP et pour lequel probablement il y a un certain nombre de points sur lesquels on doit vraiment insister pour que ce code-là reste un code utilisable et qui permette, bien entendu, d'avoir cette gouvernance tant souhaitée au niveau de notre système de gestion des eaux dans notre pays. Si Lotfi, à vous. Barakallahu fik, si Najib. Donc, باش نتعداو توا للجانب القانوني. Mais malheureusement, il faut في السنة أني إذا قارنوها بالمواطن الفرنسي الحصة نتاعو 3400 متر مكعب في السنة. احنا تحت فقر المائي، تحت حتى الفقر المدقع اللي معناها يحدد ب 500 متر مكعب في السنة. دونك الداخلة بتاعي تحتوي على 3 فقرات. الفقرة الأولى هي شرح أسباب مراجعة المياه الصادرة سنة 1975. علاش نحبوا ولا نراجعوها؟
الفقرة الثانية تقديم عام، والفقرة الثالثة تتمثل في العناصر المميزة والإضافات لمشروع مجلة المياه. دونك نبداو بالفقرة الأولى، علاش نحبوا أننا نراجعوا مجلة المياه. برزت محدودية أحكام مجلة المياه لسنة 1975 خلال العشرية الأخيرة في تنظيم التصرف للمياه وعدم تلائمها مع المتغيرات والمعطيات الحالية، إذ تبين عدم شمولية أحكامها وتوجهها أساسا نحو العرض، مما انجر عنه استغلالا مفرطا ومكثفا للخزانات المائية الباطنية الذي ساق طاقتها، وتدهور نوعية المياه اعتبارا لتتعدد مصادر التلوث وانعكاسات السحب الجائر. عدم تقنين البرمجة المندمجة للثروات المائية على الصعيد المحلي والجهوي والوطني. عدم تنظيم مهنة التنقيب عن المياه مع تطور التقنيات والأساليب التي مكنت من النفاذ إلى الموارد بسهولة. توا اليوم معناها فحفار ينجم يحفر بئر عميقة في ظرف 3 أيام بسهولة. دونك التقنيات ولات تقنيات متطورة، إلا أن القوانين قاعدة قوانين بالية ومعناها تعدى عليها الدهر. إذا نشوفوا معناها قداش من عام توا مجلة المياه عندها أكثر من 45 عام ما تنقحتش، أو مش ما تنقحتش، ديجا ما تواكبتش العصر. عدم نشر المعلومة المتعلقة بالمياه مما يفقد الشفافية والضمانات المستوجبة لحص المستثمرين بقطاع المياه. تركيز المنشآت والبنية الأساسية المائية خلال العقود الفارطة والتغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية، وشدد التنافس على طلبها إن جر عنه تعقيد المنظومات المائية. توا المنظومات المائية ما عادش كما قبل كانت عندنا منظومات معناها سهلة وبسيطة، توا ولات عندنا منظومات معقدة جدا، ويجب على القوانين أن تواكب هذه المنظومات. غياب مساهمة المجتمع المدني في حوكمة المياه، وعدم مساهمة المستغلين ومستعملي المياه في حوكمة هذا القطاع. معناها الجانب نتاع المجتمع المدني ومساهمة المستعملين المياه غائبة عن القوانين، وغائبة عن عالم أو القطاع المياه ككل. عدم تحيين الجانب الردعي المتعلق بالجرائم والعقوبات منذ صدور المجلة سنة 1975، مما ساهم في تفشي ظاهرة الاعتداءات على الملك العمومي للمياه واستنزاف الموارد الباطنية. دونك نشوفوا لهنا أنه معناها العقوبات الموجودة في المجلة الحالية تنجم نقول تشجع معناها الإنسان باش يتعدى على الملك العمومي للمياه وعلى الموارد المائية ككل. دونك وبناء على ما سبق، فقد تأكد إرساء مجلة مياه جديدة تتلائم ومتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، ومكرسة لأحكام دستور 27 جانفي 2014 الذي ينص أساساً على الحق في الماء والعيش الكريم والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات والملكية الفردية وتثبيت ملكية الثروات الطبيعية للشعب التونسي والاستغلال الرشيد لهذه الثروات. دونك هذا معناها مشروع المجلة لازم يكون متناسق مع الدستور كما كنت نذكر فيه. دونك المجلة ومشروع المجلة يعني عنده مدة كبيرة معناها، والإدارة والمجتمع المدني وعديد الأطراف دخلوا فيه وتمخض هذا المشروع على مجلة جديدة فيها 7 عناوين و132 فصل، وذا تو مطروح حاليا في المجلس نواب الشعب للمصادقة. دونك مشروع المجلة دونك فيه من الأول شرح أسباب ولمحة تاريخية حول النصوص القانونية للموارد المائية في تونس، وفيه 7 عناوين. العنوان الأول مبادئ توجيهية وأحكام عامة،
العنوان الثاني تحديد الملك العمومي للمياه وحمايته. العنوان الثالث الحوكمة في قطاع المياه. العنوان الرابع في طرق استغلال واستعمال الملك العمومي للمياه. العنوان الخامس الاستعمالات والخدمات العمومية في قطاع المياه والاقتصاد فيها. والعنوان السادس إدارة المخاطر المرتبطة بالمياه والبقايا منها. والعنوان السابع معاينة المخالفات. دونك ننتقل توا للفقرة الثالثة من هذا العرض، واللي تتمثل في العناصر المميزة والإضافات لمشروع مجلة المياه. دونك أهم الإضافات أو التنقيح الوارد في مشروع المياه يتمثل أساساً في اعتبار الموارد المائية ثروة طبيعية وطنية يجب استغلالها والحفاظ عليها بطريقة مستدامة. دونك هنا نوسيون تاع الاستدامة تاع الديورابيليتي. دونك هذا معناها نوسيون أولى أو معناها منظار أول يجب المحافظة عليه وتركيزه في هذا المشروع مجلة المياه. دونك تثبيت مبدأ الحق في المياه والصرف الصحي، هذا تثبيتا معناها لما جاء بالدستور. دونك جات هنا مشروع المجلة لأنها تكرس حق مياه الشرب والصرف الصحي. تعزيز مشاركة المجتمع المدني، كما قلنا المجتمع المدني ما هوش مشارك كما يلزم في التصرف وفي الموارد المائية وفي أخذ القرارات، ولذا لهنا وجب علينا تدعيم مشاركة المجتمع المدني، وهذا المشروع بتاع المجلة دعا له بإطناب وبمعناها في عديد المجالات. إدراج مفهوم التشارك ومفهوم اللامركزية. دونك يلزمنا من السنتراليزاسيون، يلزمنا نتجهوا للجهات، نتجهوا لأخذ القرار في مستوى الجهات. دونك هذا هو معناها الحصيلة من تعديل اللي جاء بالمجلة. كما ثم هناك تعديلات أخرى، هو العمل على تحقيق القيمة الاقتصادية للموارد المائية. ما عادش نجموا توا نعطيو الماء جراتويتمون، معناها مجانا. الماء ولا معناها قليل، وإن شاء الله ما نلقاوش مشاكل في الأعوام والسنوات القادمة. دونك مجبور أنه كل إنسان يحل السبالة يعرف القيمة الاقتصادية نتاع المياه هذيك، ويعرف أن المياه هذيك راهي قليلة ويلزمنا نحافظوا عليها. تحقيق مبدأ التضامن الوطني والعدالة في توزيع المياه. بيان سور يلزم معناها لهنا نكرسوا العدالة في توزيع المياه، مش منطقة فيها ناس كل تشرب وناس كل لاباس عليها وناس كل تفلح، ومنطقة ما فيهاش. دونك إدراج مفهوم الملك العمومي الاصطناعي للمياه. دونك هذه نوسيون جديدة زادة، هو أنه معناها الملك العمومي للمياه راهو مش يقتصر على الأودية وعلى السباخ وعلى المواد الطبيعية، المواد المائية الطبيعية. كما زاد الملك العمومي للمياه فيه مفهوم الملك العمومي الاصطناعي اللي معناها يشمل السدود والقنوات والخزانات وما إلى ذلك. دونك وتركيز الضابطة العادية للمياه. كيف هذايا زاد معناها راهو بما ان قلنا الملك العمومي للمياه معناها كثرت عليه الاعتداءات، ناس تبني في الوديان، ناس تبني في السباخ، ناس تعمل في الابار العميقه معناها بدون تراخيص. عندنا اليوم اكثر من 18,000 بئر عميقه معناها غير قانونيه على قرابه 30,000 بئر موجوده في تونس. دونك ثم اشكال. دونك ويلزمنا معناها نحافظوا على الموارد المائيه ونحافظوا على الملك العمومي للمياه بتركيز هذه الضابطه العدليه، ومع عندنا لا تشريك المجتمع المدني في معناها التصرف في الملك العمومي للمياه. كما معناها زاد جاء التنقيح هذه المجله الجديده في ادراج المواقع والمنشات المخصصه للرصد المائي ضمن الملك العمومي للمياه. هذه راهي حاجه مهمه جدا بالنسبه للبحث العلمي وبالنسبه للمحافظه على الموارد المائيه. كما جاء هذا المشروع بتبيين اجراءات التصرف في الحالات القصوى كما الفيضانات والجفاف. دونك هذا زاد توقيا
خاصة للتغيرات المناخية اللي ذكرها سي علي. دونك ثم إشكال كبير في التغيرات المناخية، وإحنا في تونس مازلنا ماناش حاسين به. راها ثم إشكاليات كبيرة باش نتعرضوا لها من جراء التغيرات المناخية هذه، ويلزمنا نحضروا رواحنا كما يلزم التغيرات المناخية هذه. تعويض مجامع التنمية الفلاحية بالمجامع المائية ذات الصبغة العمومية. هنا وقت المجامع المائية ثم عندنا ثلث ماشي بالكدا، ثلث متوسط وثلث مش ماشي كما يلزم. دونك باش نقولوا احنا المجامع المائية الكل معناها تنهض كما يلزم وتخدم معناها ما هو مطلوب منها، معناها تبدل معناها المشروع مجال المياه هذا يقترح ان تكون المجامع هذه ذات صبغه عموميه، اي انها مجبوره باش تعطي تقرير في اخر السنه فيه معناها كل المصاريف نتاعها وكل المداخيل نتاعها، وتكون المراقبه نتاعو من طرف القباضات الماليه. احداث الهيئه الوطنيه التعديليه لخدمات المياه هذه حاجه مهمه جدا، وتو نشوفوها توا في المداخله الثالثه اللي باش تقدمها مدام ثريا ملاح. اعتماد البعد البيئي في اطار التنميه المستدامه على مختلف المستويات. دونك لهنا كيف المشروع المجله راهو خذا البعد البيئي فهمتني ولا واعطاه اهميه كبرى. نشر المعلومه المتعلقه بالمياه هذه زاد حاجه مهمه جدا للمواطن وللباحث. التخطيط في مجال المياه على المستوى المحلي والجهوي ثم الوطني، خاطر هنا التخطيط كان يقعد ديما مركزي ماناش باش نقدموا كما يلزم. دونك لهنا هذاك علاش مشروع المجله يقول لك يحتم انه التخطيط يكون من المحلي الى الجهوي ثم الى المركزي. دونك كخلاصه نجم نقولوا اللي مجال المياه هي اداه قانونيه متاحه للجميع لارساء حوكمه متطوره للتصرف في الموارد المائيه وضمان حق المواطن في الماء مع حمايتها واستدامتها للاجيال القادمه. بارك الله فيكم وشكرا لانتباهكم. شكرا سي لطفي. يقول لي عملت لنا حوصله معناتها شامله على المشروع هذا مجله المياه في بلادنا. شفنا ونشوفوا اللي فما عده نقاط معناتها مهمه يلزمنا نركزوا عليها، وماذا بيا نعمل ملاحظه صغيره اللي الشراكه اللي طالبينها في المستوى المحلي مش معناتها كل واحد راهو يلزمو يستغل المياه نتاعو بدون الاخذ باعتبار معناتها اللي المياه راهي ثروه وطنيه، ثروه وطنيه اللي الناس كل معناتها يلزمها تشارك فيها ويلزمها تستنفع منها. نحب نقول لكم معناتها كما شفنا في بقاع اخرين مش فما فانا نسكروها ونقولوا لا هذا نتاعنا ما نعطيوش، لا هذا الماء نتاع الناس كل يلزم الناس كل تحاول تستغلوا معناتها في الفائده الجماعيه. نقاط هامه تولي تو باش ننتقلوا النقطه مهمه زاده باش تقدمها لنا مدام ثريا ملاك كونسيرنون كيفيه المعادله ولا نقولوا لا ريغولاسيون دي سيستيم التعديليه للمياه منظومه المياه في بلادنا. تفضل مدام. Pour un droit d'accès à l'eau durable et équitable. Alors, je disais que la régulation, c'est l'ensemble d'outils, c'est une fonction qui incombe naturellement à l'État, qui est le dépositaire légitime de l'intérêt général. Alors, c'est l'ensemble d'outils, de mécanismes d'évaluation et de suivi, veillant sur le respect des règles préfixées par la stratégie publique de l'eau. Alors, le but de la régulation, c'est en fait, lorsqu'on met tous ces dispositions, ces dispositifs, c'est d'inciter les services de l'eau à agir en fonction de l'intérêt général, tout en assurant la viabilité de ces services. Alors, in fine, pourquoi on fait ça? C'est que la durabilité du service de l'eau va permettre la pérennité du droit d'accès à l'eau à tous les citoyens. Alors, il faut revoir la régulation dans le processus de la gestion de l'utilisation de la ressource ou aussi
de la ou aussi de la gestion des services, comme le dernier maillon de la gestion. C'est-à-dire que pour gérer les ressources, on va organiser le secteur, on va faire une planification stratégique et on va par la suite développer les ressources, c'est-à-dire tout ce qui est mobilisation, reconnaissance et mobilisation. On va partager la ressource qui a été mobilisée, c'est les allocations. Et enfin, on va réguler, on va veiller à ce que les règles qui ont été préfixées et prédéfinies sont bien respectées. Alors, j'aimerais bien vérifier avec le modérateur si les diapositives défilent. Vous allez voir. Il faut c'est ce qu'on veut faire. Alors on reprend, donc on a résolu un petit problème technique pour que les diapositives défilent correctement par rapport au speech. Donc, alors, je disais que la régulation est le dernier maillon de la chaîne de gestion. Pour gérer l'utilisation des ressources, on passe par 5 étapes essentielles. On va organiser le secteur, on va faire une planification stratégique, on va développer la ressource, qui veut dire ici tout ce qui est reconnaissance et mobilisation de la ressource, et par la suite, on va partager entre les différents usagers, secteurs ou usagers, les ressources déjà mobilisées. Le dernier maillon de la chaîne, c'est en fait la régulation, c'est-à-dire veiller à ce que tout ce qui a été prédéfini en règle au préalable sont bien appliqués et veiller à ce que les services qui se chargent de l'eau, les opérateurs services de l'eau, offrent aux utilisateurs le meilleur service en termes de qualité de service et en termes de quantité, continuité de l'offre et en termes à des coûts, à des prix, on va dire, abordables et à des risques maîtrisés. Donc, qu'est-ce qu'on régule en fait? La régulation repose en fait sur 3 piliers. On va réguler la qualité, c'est-à-dire assurer la sécurité sanitaire et environnementale et assurer la qualité du service de l'eau. Ce qu'on entend par qualité, c'est la continuité de l'offre, la relation avec la clientèle, le prix offert à la clientèle. Et puis, on va réguler les prix, c'est-à-dire on va veiller sur que le modèle de tarification soit remplit les objectifs pour lesquels cette tarification a été conçue, suivre les ajustements tarifaires et plus précisément suivre l'efficience des services de l'eau. Et la dernière chose, c'est réguler les quantités, c'est-à-dire suivre les quotas d'usage et les prélèvements. Tout ça pour finalement l'objectif ultime, c'est toujours assurer un accès à l'eau à tous les citoyens, à tous les usagers, dans l'équité, la justice et la durabilité. Alors, comment on régule? Comment on régule, c'est-à-dire quels sont les modes de régulation possibles, c'est-à-dire quels sont les ajustements, les dispositions, les arrangements institutionnels qui vont organiser cette fonction de régulation. Alors, si on va faire une typologie de ce qui existe aujourd'hui et de ce qui a été pratiqué, on va pratiquement présenter la régulation en typologie de 4 catégories. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des combinaisons possibles dans différents pays. Les combinaisons possibles existent. On va revenir un petit peu sur le cas tunisien par la suite. Mais on peut cette typologie en 4 grandes catégories, soit une régulation directe par le gouvernement, ce qui revient à peu près par une intervention directe du gouvernement dans le secteur régulé, notamment aussi par ce qu'on appelle le mode de l'opérateur public, et on fait référence souvent pour désigner ce type de mode de régulation au Dutch model. La deuxième façon de réguler, c'est la régulation par contrat,
où le régime régulatoire est fixé par les instruments juridiques et implicitement aussi on fait référence au modèle français pour désigner ce type de régulation. Il y a aussi un autre type de régulation par une agence, c'est-à-dire une entité publique indépendante. Une entité publique indépendante, en général, ça devrait être indépendante, qui a une indépendance financière de gestion et de prise de décision. Et là, on est beaucoup plus dans le modèle anglo-américain. Il faut dire aussi que certains pays ont opté à externaliser totalement la régulation, c'est-à-dire à charger une entité non pas publique mais privée de cette fonction de régulation. Ce qu'il faut dire, ce qu'il faut savoir, parce que cette question revient assez souvent, que le mode de régulation est indépendant du modèle de gestion. C'est-à-dire que quel que soit le modèle de gestion qui est utilisé, les différents modèles de gestion qui peuvent être soit un modèle administratif, soit un modèle par le marché, soit un modèle collectif, ou une combinaison de ces modèles, comme en Tunisie, vous le voyez bien, on a une combinaison entre le modèle administratif, le service public géré par le secteur public et un modèle où le service de l'eau est géré par le collectif, comme les GDA par exemple, à l'opposé d'autres pays où ils combinent un modèle de gestion administrative combiné avec le marché, ou autre, quel que soit le modèle de gestion, la régulation, elle est là et elle peut prendre une des formes qui ont été présentées, une des 4 formes qui ont été présentées. Donc, il ne faut pas faire un amalgame entre mode de régulation et modèle de gestion. Peu importe le modèle de gestion qu'on a, le mode de régulation peut être choisi dans les 4 catégories qui ont été présentées. Alors, pourquoi la régulation dans le contexte de la réforme du Code des eaux, en fait, parce que, en fait, comme je l'ai montré tout à l'heure, c'est que la régulation, je reviens juste rapidement, la régulation est le dernier maillon de la chaîne de gestion. Et le Code des eaux, la réforme du Code des eaux repose essentiellement sur un changement de gouvernance. C'est-à-dire qu'on a voulu changer la gouvernance, on a voulu repenser la gouvernance pour qu'elle offre un mode de gestion de l'utilisation de la ressource qui s'adapte aux défis auxquels notre pays fait face. Et comme vous le voyez ici, c'est un mécanisme en fait. Si on change la régulation, si on change la gouvernance, il faut absolument repenser la régulation, on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire si on repense la gouvernance et on laisse la régulation sans la revoir, c'est que quelque chose qui ne fonctionne pas correctement. Alors, d'une façon plus concrète, c'est-à-dire pourquoi on est amené en Tunisie à repenser la régulation précisément dans cette réflexion de changer la gouvernance, de repenser la gouvernance, ou de réadapter, d'ajuster la gouvernance. En fait, on va partir directement, d'une façon très concrète, d'un constat. C'est-à-dire l'état dans lequel se trouvent les services de l'eau en Tunisie. Une partie revient à la gestion interne de ces services, mais une partie aussi revient au mode de régulation, c'est-à-dire, on le rappelle encore une fois, que la régulation, c'est une fonction régalienne de l'État, c'est-à-dire de la gestion gouvernementale des services d'eau. Et pour mettre en évidence cette idée, on a mené une étude en 2016 pour mesurer précisément la performance du service de l'eau potable en Tunisie. Notamment, on a mesuré la performance précisément de la SONED. Et dans cette mesure de performance, on mesure 2 choses importantes, c'est-à-dire on mesure l'efficience économique du service de l'eau, ce qui va nous amener à apprécier et à évaluer la viabilité économique de ce service, et on a mesuré ce qu'on appelle les facteurs, la croissance du facteur de production, de productivité, la croissance du facteur de productivité. Et ces 2 indicateurs, cette étude nous a permis de mettre en évidence le constat qui est connu, c'est-à-dire cette difficulté dans laquelle se trouve le service de l'eau, notamment la SONED d'aujourd'hui. Ça nous a permis de le quantifier, de le mettre en exergue, précisément en se basant sur les données comptables et les données statistiques de la SONED, et pour dire à la fin quoi? Pour dire la chose suivante,
pour dire que l'amélioration de l'efficience de la SONED incombe en une partie à la SONED elle-même, c'est-à-dire de sa façon de gérer, sur des variables particulières sur lesquelles elle peut agir, mais aussi une grande partie du mode de régulation qui est exercé. Et nous avons conclu que si on change le mode de régulation vers un mode qui incite plus le service de l'eau à être performant, ça ne va que augmenter la viabilité économique du service et, in fine, encore une fois, la durabilité du droit d'accès à l'eau potable. Ce travail-là pourrait facilement être fait pour les autres services de l'eau, notamment l'assainissement, parce que c'est des mesures qu'on utilise, qu'on peut mesurer, c'est-à-dire des paramètres qu'on peut mesurer et sur lesquels on peut tirer des conclusions pour apporter des recommandations aux preneurs de décision. Donc, ce constat-là veut dire qu'on ne peut pas aujourd'hui prétendre à assurer ou à garantir la durabilité du droit d'accès au service de l'eau en ignorant de repenser le modèle de régulation. Alors, une petite histoire, c'est-à-dire, est-ce que cette idée-là de repenser la régulation, est-ce qu'elle est nouvelle? Est-ce que c'est quelque chose qu'aujourd'hui on vient par surprise le remettre sur la table? Non, si on regarde l'histoire de la Tunisie, en fait, depuis 1977, il y a une circulaire du premier ministère qui dit explicitement, à cette époque-là, on le dit explicitement, et pour cette raison qu'on a pris certaines dispositions, qu'il faut aider les entreprises publiques à remplir leur rôle et à apporter et à fournir un service de qualité. Et à cette époque-là, on a repensé précisément la régulation et on a instauré ce qu'on appelle les contrats programmes, un outil de régulation parmi d'autres. Et en instaurant les contrats programmes, d'ailleurs, le décret de 2002 continue à parler de ces contrats programmes, c'est-à-dire qu'on régule à travers les contrats programmes. Mais ce qui est intéressant de dire, c'est que cette façon c'est qu'à chaque fois que le service public n'est pas au point, on va repenser, il faut pas oublier la régulation. Alors, la deuxième histoire que je peux raconter, c'est l'histoire de l'expérience anglaise. Et pourquoi cette histoire? Parce que souvent, lorsque on parle d'une entité indépendante de régulation, les gens pensent qu'on parle précisément de la privatisation du service de l'eau. Et pourquoi on parle souvent, on les associe parce que précisément, on pense on fait référence à cette expérience anglaise. Au début des années 90, tout le service de l'eau a été privatisé. Donc, c'est une gestion privée du service de l'eau, à l'opposé de gestion publique du service de l'eau. Et cela reposait sur un postulat que la gestion privée est toujours meilleure, va atteindre des performances meilleures par rapport à une gestion publique. On partait de ce postulat. Sauf que, après des années d'expérience, les Anglais, les Britanniques se rendent compte que les performances ne sont pas là, les attentes n'ont pas été remplies, et cela se traduit par des tarifs qui deviennent de plus en plus élevés, par des cartels qui se forment, et que finalement le citoyen ne trouve pas son compte. Donc, ils ont eu l'idée ils ont pensé que c'est pas qui gère le service qui est le plus important, et ils ont instauré une instance de régulation, et ils se sont rendus compte, au moment où ils ont instauré une instance de régulation qui va suivre la performance, qui va veiller aux bonnes applications des règles, qui va veiller sur l'intérêt général, que les performances dans le secteur ont été améliorées nettement. Aujourd'hui, on le sait par des études économiques, on a le recul nécessaire pour connaître que ce qui compte pour avoir ce droit d'accès durable, ce n'est pas que de privatiser le service, mais plutôt de maîtriser et de choisir une régulation
une régulation adéquate. Alors, je vais aller trop rapidement pour vous donner un aperçu sur le mode de régulation de certains services de l'eau en Tunisie. Je ne vais pas parler de tous les services. Je ne vais pas parler de tous les services parce qu'en fait, en Tunisie, on a deux modes de régulation qui varient en fonction du service. Mais je vais parler des services de l'eau potable et de l'assainissement, notamment de la SONE et de la NAS, parce que c'est en général c'est ces services-là auxquels on fait référence souvent. Ce n'est pas les seuls services de l'eau, mais qui attirent plus d'attention. Alors là, on est dans le mode de régulation de l'opérateur public. C'est un service géré par le secteur public, mais on est particulièrement dans le modèle de régulation de l'opérateur public, où l'État met la politique et la stratégie, gère la relation avec l'entreprise publique qui possède des actifs et gère le service à travers des contrats-programmes. Et cette entreprise publique elle a une relation contractuelle, contrat d'abonnement avec les usagers. Ça, c'est le modèle typique de l'opérateur public, ce qu'on a appelé tout à l'heure Dutch model. Alors, quelles sont les limites du modèle courant de régulation? Là, encore une fois, j'aimerais bien dire que je n'ai pas raconté j'ai pas revenu, j'ai pas fait le résumé ou la revue de tout le modèle, sachant que dans d'autres services de l'eau, le modèle, c'est la régulation directe, en fait. Alors, pour aller, on me donne moins de 5 minutes, donc, pour aller, quelles sont les limites du modèle courant de régulation? Donc, on est dans ce modèle-là où l'État est le régulateur. Vous avez ici le citoyen, les sans-voix, on va imaginer les générations futures, les usagers, les besoins écologiques, et vous avez là l'opérateur. Et ce modèle pose un problème important qu'on connaît, ce qu'on appelle self-interest, ce qu'on appelle government layer, la défaillance de l'État, ce qu'on appelle que les stratégies sont mises et sont politisées en quelque sorte, c'est-à-dire sont définies en termes politiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ce modèle-là, lorsque l'État est le régulateur, en théorie, on le met parce qu'il y a la possibilité de promouvoir des bas tarifs et atteindre des objectifs sociaux, mais en pratique, il y a deux limites essentielles de l'eau, comme on le connaît en Tunisie, comme on le voit, et on voit les conséquences sur cette entreprise publique. En fait, la réussite de ce modèle, le modèle a réussi ailleurs. Alors, il ne faut pas dire que ce modèle ne réussit pas à tous les coups, ce n'est pas vrai. La réussite de ce modèle, cependant, dépend des paramètres qui sont définis en dehors du secteur. Et il a réussi surtout dans les pays où l'obligation de service public, cette conscience d'obligation de service public, elle est très très forte et que l'État vraiment remplit son rôle en dépassant ce self-interest. Alors, pour le modèle de régulation en Tunisie, il y a plusieurs intervenants, divers modes et règles. C'est-à-dire, on a un modèle pour les entreprises publiques, on a un modèle pour les GDA, on a un modèle pour donner des autorisations. C'est pas homogène, c'est pas les mêmes règles qui s'appliquent à tous les services de l'eau, ce qui remet en question le principe institué d'ailleurs par la loi de l'unité de la ressource. Dans la pratique, il n'y a pas une seule catégorie de gestion pour l'ensemble des eaux. La gestion publique de l'eau n'admet pas un seul objectif commun et les principes directeurs peuvent varier d'un organisme à un autre et d'un usage à un autre. C'est ça le plus important en fait. Donc, cette régulation qui est en vigueur, c'est une régulation peu transparente et pas forcément comprise par les usagers et les ayants droit. Ça, c'est important. C'est-à-dire la distribution des opportunités de jouir de la ressource pourrait paraître injuste et l'adhésion des citoyens à la politique de l'eau n'est pas du tout garantie. Alors, ce qu'on propose, c'est d'adopter un nouveau paradigme, c'est-à-dire que aller vers une régulation où le régulateur est une entité qui se charge, une entité publique, indépendante mais publique, qui se charge de la régulation et qui est à égale distance du gouvernement, du citoyen et de l'opérateur,
Donc, elle va aider les opérateurs à remplir leur rôle, elle va veiller sur l'intérêt général et elle va aider l'État à gérer ces services d'une façon technique et efficiente et dépolitiser totalement la question de l'eau. Donc, on va proposer de mettre en place un dispositif permettant de limiter la défaillance de l'État et de maximiser l'intérêt général. On va concevoir une régulation qui est guidée par l'amélioration de la performance de l'utilisation de l'eau et permettre ainsi aux ayants droit de bénéficier de gains de productivité qui en découlent. Alors, on va essayer de créer un outil pour éclairer la politique publique de l'eau qui se base sur l'expertise et, enfin, alléger l'État de la charge d'intervention directe dans l'économie par la promotion d'une régulation incitative dans le cadre d'une gestion publique de l'eau. Voilà, en résumé, on arrive à la fin, en fait. On pourra par la suite, si vous le souhaitez, répondre à certaines questions pour clarifier certains points. Mais ce que j'aimerais bien dire à la fin, c'est que la régulation est un élément essentiel de la gouvernance dans le domaine de l'eau. Elle est appelée à jouer différents rôles d'interface entre les ayants droit et les opérateurs de services, et entre le gouvernement et l'opérateur, dans le sens où il aide ces derniers à accroître leur performance, atteste de leur progrès et contribue ainsi à assurer une gestion gouvernementale, on va mettre entre guillemets, dépolitisée de leurs services. Alors, cette gestion de cette façon, cette conception de cette façon va s'inscrire particulièrement dans une logique de gestion intégrée, parce qu'on va dépasser une gestion sectorielle. On va mettre tous les services de l'eau, vous savez comment ils sont gérés en Tunisie de façon sectorielle, tous les services, le suivi de ce service sous la même coupole. Cela ne pourra pas se faire, s'effectuer qu'à travers une entité de régulation indépendante, impartiale et dotée d'un pouvoir de décision, mais en revanche responsable et redevable. Cette entité ou instance est indépendante vis-à-vis de l'autorité de tutelle, impartiale par rapport aux différents acteurs et opérateurs, et dotée d'un pouvoir de décision susceptible de révision judiciaire. Désormais, le but ultime est de garantir l'efficience du service public, la pérennité de la ressource et l'accès équitable de tous les usagers, qui est par ailleurs consacré par la nouvelle Constitution. Je vous remercie. Technique, je dirais même très sérieux, dans la mesure où la gestion de l'eau et la régulation donc de cette ressource qui doit être vue comme étant une ressource commune pour l'ensemble du pays, c'est quelque chose qui est sérieux et qui doit être traité avec beaucoup de détails et, disons, beaucoup de précision. Et je crois que vous nous avez fait un tour d'horizon qui est vraiment très intéressant, je pense très instructif pour nous et pour les personnes qui nous ont écoutés. Merci beaucoup, madame. Donc, si vous le voulez bien, nous allons essayer de passer aux questions qui nous ont été posées par quelques-uns de nos suiveurs, si vous voulez, sur notre chaîne. Alors, je vais poser les questions. Je vais peut-être demander à chacun, en ce qui les concerne, de fournir un élément de réponse à ces questions. Mais j'aimerais quand même essayer de faire un petit tour, si vous voulez, pour faire un peu le lien entre ces différentes présentations, à savoir, quand on parle de gestion de la ressource, que veut-on dire par gestion? Et pourquoi régulation? Est-ce que régulation n'est pas gestion? Je crois qu'on a des éléments, je crois, de réponse dans ce qui nous ont été présentés. On a parlé aussi d'une gestion locale de cette ressource, donc là, c'est tenir compte des spécificités locales, c'est bien, mais je pense que ça doit aussi être mis dans un contexte de vision globale pour l'ensemble du pays, parce que si le pays, s'il n'y a pas disons une exploitation de cette ressource de façon claire et de façon à ce que ça puisse aller dans le sens du développement que nous voulons avoir, eh bien, on risque d'avoir donc des petits problèmes donc de gestion et d'acheminement de cette ressource. Je voudrais quand même maintenant passer à 3 questions qui nous ont été posées donc sur le net. Alors, la première question a été posée par Sihat Mzitouni.
il nous dit, et les oasis, qu'en est-il? Il s'agit d'un écosystème vulnérable. Quelle gestion et quelle régulation pour les oasis? Sinon, bien entendu, on risque de perdre cette richesse et cette façon de vivre qui est particulière. La deuxième question a été posée par Sitawfiq Abidi, qui veut avoir, il a raison, quelle est la différence entre la gestion et la régulation? N'oubliez pas que dans notre webinaire, notre titre était le code des eaux de la gestion à la régulation. Ça veut dire qu'avant, il y avait une régulation qui était apparemment, comme on vient de nous l'exposer, assez limitée, pour ne pas dire mal adaptée. Et pourquoi il faut aller vers la régulation? Et que veut dire régulation? Et Madame nous a bien présenté qu'il va falloir mettre en place une structure de régulation qui soit indépendante et qui doit être nationale. Alors pourquoi j'insiste aussi sur ce point? Parce que nous avons entendu parler quelque part qu'il y a un certain nombre de gens qui sont contre la régulation. Et si ces gens-là sont écoutés au niveau de l'ARP, on risque d'avoir un code des eaux sans régulateur. Et à ce moment-là, on peut se poser la question, quels sont les résultats auxquels on peut s'attendre dans ce cas-là. La troisième question qui a été posée par Siakil Sadqawi, il me dit, mais nous avons de l'eau, je dirais, souterraine. Qu'en est-il de la géothermie? Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer ce que la géothermie, quelle est la place de la géothermie dans la gestion de l'eau? Je voudrais commencer peut-être par donner la parole, en respectant un peu l'ordre d'apparition de nos intervenants dans ce webinaire, à Siali s'il a des éléments de réponse à ces trois questions. À vous, Siali. Merci. Donc, pour les oasis, la première question qui concerne les oasis, elles sont dans une situation donc assez particulière puisqu'elles ont donc un grand historique dans la gestion de l'eau depuis Ibn Shabat. Actuellement, donc les ressources en eau des oasis, ce sont des ressources en eau profondes et qui sont peu renouvelables. Donc, et vu la surexploitation de ces ressources en eau, donc on est en train d'épuiser ces ressources en eau de plus en plus. Et justement, donc le code des eaux, par les mécanismes par les mécanismes qu'il projette pour la protection et la préservation des ressources en eau, donc il va donc contribuer donc à cette préservation et à la mise en place de mécanismes beaucoup plus efficaces pour préserver les eaux des oasis. Voilà. Merci Siali. Peut-être si Lotfi va peut-être nous expliquer dans quelle mesure ce nouveau code répond mieux à la situation et quels sont les points qui sont vraiment importants et sur lesquels il ne faut pas lâcher, hein, sinon on risque d'avoir un code, je dirais, pas vide, mais disons détriqué. Merci Najib et merci à nos gens qui suivent ce webinaire. Et je vois que la deuxième question concernant la gestion et la régulation, je vais la laisser à Madame Fouraya qui va répondre à cette question.
Concernant la troisième question de ce Aqil Sadqawi, concernant la géothermie, et puis la géothermie, c'est quoi? C'est de l'eau chaude. Ça concerne des eaux chaudes. Les eaux chaudes, après tout, c'est des ressources en eau. C'est des ressources en eau. Donc, ces ressources en eau, ces choses font partie des ressources en eau. Et le nouveau code a bien traité la question de tout ce qui est ressources en eau, bien sûr. Mais la géothermie a une particularité, c'est que l'accès à ces eaux, il est autorisé par un décret, alors que les eaux froides sont autorisées par une simple autorisation ministérielle. L'accès à l'eau géothermale est donné avec un décret gouvernemental. C'est ça la différence entre la géothermie et les eaux chaudes et les eaux froides. Donc, cependant, il y a quelques points pour lesquels on doit insister et que le nouveau code doit les prendre en considération. Le fait d'éliminer un de ces points du nouveau code, ça va rester vraiment une défaillance grandiose dans ce nouveau code. Donc, le premier point que je vois important et que le nouveau code ne doit pas s'en passer, c'est tout ce qui est données et systèmes d'information. On a bien insisté que la donnée doit être publiée. La donnée doit être publiée et la donnée doit être accessible par tout citoyen. Si on ne fait pas un système d'information sur l'eau qui doit être accessible par tous, vraiment c'est une grande défaillance. Et même si on n'a pas les moyens de le faire, il faut maintenant le mettre noir sur blanc dans ce nouveau code et on fera tout notre possible et le gouvernement doit faire tout son possible pour qu'il doit y avoir un système d'information accessible à tous et où il y a toutes les informations concernant sur l'eau. Il y a un deuxième point que je veux insister là-dessus, c'est aussi le fait de la création d'une agence de protection et de contrôle du DPH. Donc, comme on a dit, il y a la police de l'eau, elle ne va pas être, elle doit être incorporée dans cette agence de protection et pour suivre et protéger le domaine public hydraulique, parce qu'il y a beaucoup d'infractions sur le domaine public hydraulique. On a, comme on vient de le dire, il y a plus que 18 000 forages illicites. Il y a des constructions dans le domaine public hydraulique. Il y a des piquages illicites sur les conduites. C'est pour ça il y a des perturbations dans la desserte d'eau, surtout au mois de pointe en été. Donc, le fait d'instaurer une agence avec la police de l'eau, ça c'est important pour l'avenir et la durabilité des ressources en eau. Le troisième point, c'est le point de l'instance de régulation. C'est aussi important. Et Madame Soraya va en plus nous insister sur ce point. Sur ce, je termine mon intervention et je vous donne la parole, Monsieur Gilles. Merci, Sylvie. C'est très intéressant, c'est très précis. Je pense que maintenant, on a une idée bien plus claire de ce qu'il faut faire au niveau de ce code et pourquoi c'est nécessaire. Madame Soraya, si vous permettez, éclairez-nous sur le volet régulation. En fait, moi, j'aimerais bien revenir sur cette question qui demande quelle est la différence entre la gestion et la régulation. Oui, en fait, dans la présentation, on a vu que la régulation, c'est le dernier maillon du processus de gestion de la ressource et de l'utilisation de la ressource. On commence par organiser le secteur. Par la suite, on va aussi développer la ressource, mettre les stratégies, la politique, développer la ressource, allouer les ressources qui a été développée et mobilisée, et par la suite, réguler les usages et les services de l'eau. Pourquoi on l'a utilisé dans le titre? C'est précisément pour attirer l'attention sur cette étape primordiale de la gestion de l'utilisation
et des services de l'eau, qui est la régulation. C'est pour ça, mais c'était pas dans le but de dire que la gestion c'est quelque chose et la régulation c'est une autre chose. La régulation, c'est dans un processus normal de gestion de la ressource, c'est le dernier maillon qui vient à la fin, une fois que les stratégies ont été faites, une fois que les règles ont été prédéfinies par les pouvoirs publics, et une fois que les ressources ont été allouées, les services commencent à fonctionner, l'utilisation elle est là, on va veiller à ce que tout ce système fonctionne et respecte les règles et les normes qui ont été préfixées. Ça, c'est le premier rôle de la régulation, veiller sur le bon fonctionnement du système de l'utilisation et des services de l'eau. Le deuxième rôle qu'elle peut jouer aussi, c'est qu'elle permet, une fois elle est là, on choisit le mode adéquat selon le contexte, selon les spécificités du contexte. Elle peut même apporter un feedback à la politique publique parce que le résultat de la politique publique, de tout ce qui a été prévu, de tout ce qui a été programmé, des objectifs qui ont été fixés, à la fin, on peut la voir, on peut l'évaluer grâce à la régulation, grâce à une entité de régulation, parce qu'on voit le résultat. Est-ce qu'on a atteint les objectifs préfixés à travers les dispositions qui ont été prises ou pas? Et s'il y a un écart, cet écart, comment il explique? Donc, elle peut donner un feedback à la politique pour ajuster éventuellement le tir. J'aimerais bien revenir sur deux points que Silofi a bien expliqué, et moi-même j'aimerais bien les souligner. Tout d'abord, précisément par rapport à ce contexte de discussion autour du projet du Code des eaux. Le Code des eaux qui est qui a été envoyé au Parlement pour être examiné et éventuellement par la suite certainement voté, mais au préalable, il va être étudié et discuté dans le cadre de la commission parlementaire à qui revient l'examen de ce projet de loi, propose tout un titre pour la gouvernance. Alors, ça, c'est une innovation par rapport au Code 75, c'est-à-dire qu'on consacre un titre précis pour la gouvernance. Et dans ce titre, on a trois chapitres en fait. Un chapitre sur la structure institutionnelle et organisationnelle relative au secteur de l'eau, un chapitre consacré à la planification et un chapitre consacré au système d'information. Donc, en termes de structure, c'est très bien. Déjà, on spécifie ce qu'on veut. Sauf qu'à l'intérieur de ces chapitres, surtout dans la partie, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas revoir la gouvernance qui est l'essence même, qui est la raison de la refonte du code, sans réellement penser la régulation. Et lorsqu'on regarde ce qui a été proposé dans le projet du code, on propose précisément une instance indépendante de régulation, mais on est toujours dans un mode de gouvernance très centralisé, parce qu'on a mis cette instance de régulation, qu'on dit dans le texte qu'elle est indépendante, qu'elle devrait être indépendante, on l'a mis sous la tutelle du ministère chargé de l'eau, en l'occurrence, jusqu'à un nouvel ordre, en l'occurrence le ministère de l'Agriculture aujourd'hui. Alors là, le code, dans son préambule et dans son premier titre, prétend qu'il va promouvoir la bonne gouvernance. Il va mettre en évidence, en place la gestion intégrée de ressources en eau. Et là, la régulation qui va normalement veiller sur le bon fonctionnement des différents services de l'eau, qui ne sont pas tous sous le ministère chargé de l'eau. On sait que l'ONAS, par exemple, elle est sous un autre ministère, sous la tutelle d'un autre ministère. Il n'y a pas seulement que l'ONAS, et on met cette instance de régulation qui est dite autonome et indépendante, on la met sous la tutelle du ministère chargé de l'eau. Là, c'est une erreur fondamentale, parce que si on va vers le changement de mode de régulation, pour toutes les raisons qui ont été avancées tout à l'heure, même si d'une façon très rapide dans la présentation, ça n'a pas de sens de la mettre sous la tutelle du ministère chargé de l'eau. C'est quelque chose de transversal, c'est quelque chose qui devrait être
rattachée à la présidence du gouvernement. Ce n'est pas possible de la mettre sous la tutelle du ministère chargé. Ça, un. De deux, très important aussi, comme l'a souligné Lotfi, on prévoit dans la nouvelle organisation du système de l'eau une agence de protection du domaine public hydraulique. Une agence de protection du domaine public hydraulique, ça c'est très important parce que c'est une fonction qui n'est pas claire dans la structure actuelle de la gestion, structure organisationnelle de la gestion des ressources en eau en Tunisie, sauf que, encore une fois, lorsqu'on regarde de très près dans ce projet de loi, lorsqu'on regarde de très près les missions qui ont été attribuées à cette agence de protection du domaine public hydraulique, on voit réellement qu'on lui a attribué des missions qui sont aujourd'hui dans d'autres structures, les prérogatives de d'autres structures du ministère de l'Agriculture. Et là aussi est une erreur fondamentale. C'est une très bonne idée d'avoir une agence de protection du domaine public hydraulique, mais réellement pour faire quelque chose de bien spécifique auquel personne ne s'en charge explicitement aujourd'hui, c'est-à-dire n'est pas à la charge d'aucune structure d'une façon explicite aujourd'hui. Donc là, c'est une deuxième recommandation par rapport à ce projet de code qui est sous l'examen. Le troisième point, j'insisterai, il l'a dit, c'est l'autre, mais j'aimerais bien insister, on ne peut pas aujourd'hui repenser la gouvernance et dire qu'on va vers la bonne gouvernance en naviguant dans le brouillard. C'est-à-dire, c'est qu'on n'a pas de système d'information, on ne respecte pas les principes de redevabilité, on ne respecte pas les principes de transparence, on ne respecte pas le principe de participation lorsqu'on n'a pas un système d'information sur l'eau. Ça, ce n'est pas possible aujourd'hui, malgré tous les efforts qui ont été faits depuis des années dans le cadre des projets du ministère de l'Agriculture. On a dépensé un argent fou pour mettre au point le SINO et 10 ans après, on n'a pas le SINO. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est de la mauvaise gestion de l'argent public. Ça, c'est pas possible aujourd'hui. Et en plus, on envoie un code, on prétend qu'on va changer la gouvernance et on laisse une gouvernance centralisée et sans système d'information et aucun engagement du gouvernement pour mettre au point ce système d'information sur l'eau. Comment peut-on faire ça aujourd'hui? Comment peut-on accepter à prétendre de dire qu'il y a un changement, au fait, il n'y a pas de changement tant que la gouvernance n'a pas réellement a été réformée, n'a pas été réformée, sauf dans les annonces, dans le premier titre du code où on annonce qu'on veut la bonne gouvernance, la gestion intégrée, mais dans la pratique, ce qui est proposé, cet objectif-là, je ne pense pas qu'il a été atteint. Merci, madame. Je vois que ces questions suscitent beaucoup d'éléments de réponse. Je crois que nous avons aussi un petit lot de questions aussi assez intéressantes. Je vous les présente, hein, et puis ensuite, on va voir comment on va y répondre. Alors, la première, c'est M. Touhemi Mideni qui la pose. Pour l'énergie qui est essentielle au pays, il y a une agence de maîtrise de l'énergie. Pour l'eau, qui est une ressource vitale pour le pays, pourquoi il n'y a pas d'agence de maîtrise de l'eau? Est-ce possible? Comment ça pourrait être mis en place? Deuxième question. Alors, Monsieur Zitouni, Monsieur ou Madame Zitouni, je vois très mal le prénom. Donc, elle dit, est-ce que la gestion et la régulation peut aboutir sans qu'il y ait un programme de sensibilisation des citoyens sur la valeur de l'eau, la rareté de l'eau? Ça veut dire que le volet sensibilisation et maîtrise, je dirais, de l'eau doit aussi être pris en compte, me semble-t-il, au niveau de ce nouveau code. Qu'en est-il? Madame Farid Ahmed nous dit, quant à elle,
est-ce que la qualité de l'eau potable délivrée par la SONED est au niveau souhaité? Et qu'en est-il, puisque nous voyons aujourd'hui que je crois que la Tunisie est parmi les pays qui consomment le plus d'eau en bouteille, c'est-à-dire d'eau minérale censée être plus saine et, je dirais, plus adaptée aux besoins. Alors, une remarque qui nous a été faite par Sislahdine Ounisi qui dit: est-ce que lorsqu'on va mettre en place les conseils régionaux et qu'on va avoir une gestion locale, est-ce que tout cela ne va pas réduire le pouvoir, ce qu'il dit, hein, c'est le pouvoir régalien de l'administration centrale, et surtout comment vont se faire dorénavant l'arbitrage dans la gestion de cette ressource qui finalement, bien que nous voulons la voir comme étant une ressource nationale et unitaire, en fait, elle est gérée au niveau, enfin, elle est produite d'abord, hein, ensuite gérée probablement au niveau local. Alors, une autre question qui vient de Sitofir Kabidi, il dit: quelle est l'importance des opérations d'audit des systèmes internes de l'eau des gros consommateurs? Et il nous cite un décret de 2001. Est-ce que ces audits-là ont eu lieu et est-ce que des rapports d'audit ont été produits et développés? Sahbib Tajour, il dit: imposer une économie de l'eau d'une part et fournir obligatoirement les besoins minimums des cultures. Voilà, on rentre un peu dans, je dirais, la dualité eau potable, eau agriculture et comment, je dirais, faire un équilibre et répondre à ce besoin entre ces deux gros besoins. Une dernière question qui vient de Madame Houda Boutafa: le surplus des nappes profondes, j'imagine, est-ce qu'il y a un risque pour le reste le surplus de consommation, j'imagine, un risque pour le reste de ces réserves, c'est-à-dire ce que nous allons laisser probablement au niveau des générations futures. Je voudrais simplement faire juste une petite pré-conclusion. Nous voyons que la régulation est nécessaire et qu'elle est différente de la gestion, puisque c'est l'aboutissement de la gestion d'un côté, et de l'autre côté, sans système d'information nationale de l'eau, sans collecte d'informations et diffusion et accessibilité de l'information sur l'eau, je crois qu'il sera difficile de mettre en place donc un système de gouvernance, pour ne pas dire de bonne gouvernance. Je ne sais pas qui pourrait intervenir en premier. Je pense à Silotfi peut-être dans un premier temps. Silotfi, est-ce que vous avez noté ces questions? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments de réponse? Je vais essayer de répondre rapidement et laisser l'occasion à mes collègues de contribuer aussi. Donc, concernant Monsieur Touhemi Mideni, concernant une agence de maîtrise de l'énergie, alors qu'il n'y a pas d'une agence de maîtrise de l'eau, il a tout à fait raison, mais c'est l'agence de protection et de gestion du domaine public hydraulique, c'est pratiquement ça, c'est pratiquement l'agence de maîtrise de l'eau ou de protection de l'eau. C'est dans ce sens-là, l'agence, donc, elle proposait dans le nouveau code. En principe, elle répond à ses aspirations. Concernant M. Zitouni, est-ce que la gestion et les régulations, sensibilisation, donc, où est le rôle de la sensibilisation? Si c'est tout à fait, il a tout à fait raison. Donc, la sensibilisation, c'est un volet très important. Donc, il est indiqué dans le nouveau code des eaux, mais ça entre pas plutôt dans la loi, ça entre plutôt dans tout ce qui est on a toute une direction au sein du ministère de l'Agriculture qui est chargée de tout ce qui est vulgarisation et de sensibilisation. Là, cette direction doit prendre en charge ce volet-là et doit le consolider
et sensibiliser surtout au niveau des écoles primaires. Moi, je vois que la sensibilisation au niveau des écoles primaires, au niveau de l'éducation, sur la rareté de l'eau, sur la valeur de l'eau. Nous, quand on était jeunes, on a appris une leçon très importante. يقول لك القطرة ماء خير من 1000 كنز. Donc واحد من الصغرى يعرف قيمة الماء. Donc l'importance de l'eau, donc sensibiliser de la rareté de l'eau et de la préservation de l'eau, ça c'est important, surtout au niveau des jeunes. Donc la qualité de l'eau, je vais laisser M. Ali y répondre. C'est vrai que le citoyen tunisien, il est parmi les premiers à consommer de l'eau en bouteille. On a une moyenne de 126 litres par habitant en Tunisie, alors qu'en Europe, ça ne dépasse pas les 80. Donc, on boit plus de l'eau en bouteille qu'en Europe, en Tunisie. Donc, concernant le pouvoir régalien du central, avec la création du Conseil régional de l'eau, c'est vrai, on n'a pas bien parlé sur le Conseil régional de l'eau. Ça, c'est dans l'aspect gouvernance. Donc, le nouveau code des eaux, il stipule la création de nouveaux conseils régionaux pour la gestion de l'eau. Mais, comme on vient de dire, cette gestion, elle doit être coordonnée avec le régional, le local, le régional et puis le central. Donc, on ne peut pas gérer de l'eau comme ça sans coordination. Il doit y avoir une coordination. Mais tout ce qui est planification et tout ce qui est étude doit émaner du local et du régional. Et puis, il doit y avoir une coordination à l'échelle centrale. Donc, concernant les grands consommateurs, ils le disent, c'est vrai, il y a la loi existe ici, elle est en vigueur. Donc tout ce qui est de grands consommateurs qui consomment plus que 5000 mètres cubes par an doivent faire appel à un expert pour faire une audit et présenter des rapports dans ce sens. Et la loi existe et la pratique, elle est en pratique, c'est vrai, c'est pratiqué ce genre d'intervention. Merci, Lotfi. On va peut-être passer la parole parce on est sur la fin donc, de notre webinaire, hein, donc on se donne encore quelques minutes. Donc c'est Ali peut-être pour une réponse. D'accord. D'accord, donc pour les audits, j'ajoute ce que a dit Lotfi, que normalement les audits bénéficient d'une subvention de l'État, mais dernièrement, d'après le dernier code des investissements agricoles, cette subvention donc n'a pas été abordée, elle a été tout simplement donc supprimée. Alors pour les questions de la qualité de l'eau de la SONED, donc, la qualité donc elle est à la fois contrôlée par les propres services de la SONED dans ses laboratoires, et elle est aussi contrôlée par le ministère de la Santé, en particulier la DHMPE, la direction de l'hygiène et de la protection du milieu. Donc, il y a un contrôle qui se fait par un autre organisme autre que la SONED. Bon, c'est vrai que pour des raisons budgétaires et financières, on a remarqué ces dernières années qu'il y a la qualité de service de SONED généralement est en train de se dégrader, donc d'être affecté plutôt, Et parmi les affectations, c'est qu'il y a parfois quelques normes qui sont dépassées et que la SONED donc essaie de se rattraper pour cela. Bon, Merci, Sali. Merci bien. Alors, Madame, un petit dernier mot pour conclure.
Alors, les questions, enfin, je vais essayer de donner une réponse, enfin, quelques commentaires sur ce qui a été avancé. Toutes les questions sont pertinentes. Oui, nous, les ressources en eau en Tunisie sont surexploitées. Les ressources, toutes les nappes, la plupart de nos nappes sont surexploitées à des taux très graves, dans le sens où on dépasse le taux naturel de renouvellement. Lorsqu'on se met dans une perspective de changement climatique, donc cette situation va s'aggraver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans un pays qui est aride, ces dotations sont limitées naturellement, et que notre façon d'utiliser les ressources, de gérer les ressources, elle n'est pas optimale, elle n'est pas adéquate. Veut dire que nous surexploitons nos ressources, mais en contrepartie, nous gaspillons les ressources. C'est-à-dire qu'à côté de la surexploitation, c'est-à-dire qu'on fait un prélèvement au-delà de taux naturels de renouvellement, c'est qu'on a des taux élevés de gaspillage et des pertes. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on utilise, notre façon d'utiliser et de gérer la ressource n'est pas optimale. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est qu'il faut prendre toutes les dispositions pour limiter ce gaspillage, pour pousser tous les acteurs dans le même sens, c'est-à-dire le sens d'une utilisation économique optimale et efficiente des ressources en eau. Tout dépend de l'usage, tout dépend de l'étape dans la gestion de la ressource. Il y a des dispositions particulières à prendre. Oui, bien sûr que la qualité de l'eau, nous aimons tous boire l'eau de robinet aujourd'hui. Oui, d'accord, nous constatons tous que l'eau de robinet aujourd'hui n'est pas satisfaisante. Et pour cette raison que tout le monde achète l'eau en bouteille. Et là, ce qu'on veut, nous aussi, c'est que la qualité de ce service de l'eau s'améliore, même sur le côté dégustatif. Pour qu'il s'améliore, il faut que l'entreprise publique soit viable économiquement. Il faut que l'entreprise publique puisse renouveler son réseau, puisse faire les investissements nécessaires. Il faut que le prix de l'eau couvre les coûts à long terme. Il faut que les coûts soient maîtrisés par l'entreprise publique. Il faut faire tout ça. Et c'est là le rôle effectif de la régulation, dans le sens qu'elle va pousser les acteurs, pousser les opérateurs à la performance et à l'efficience. L'efficience veut dire meilleur service à des prix raisonnables, abordables, à des risques maîtrisés et en limitant le gaspillage dans les réseaux. Peut-être je devrais terminer par cette idée-là de la concurrence sur l'usage entre l'eau potable et l'agriculture. Encore une fois, c'est une raison d'être de la refonte du Code des eaux, en fait, c'est d'imaginer, d'inventer des mécanismes et des dispositions, parce qu'on sait aujourd'hui, avec la raréfaction de la ressource et avec la pression de développement socio-économique du pays, la pression sur la ressource qui se raréfie, va augmenter et le conflit entre les secteurs va augmenter. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut que tout usager de l'eau, que ce soit dans le secteur de l'eau potable ou dans le secteur agricole, maîtrise d'une façon optimale son usage. Donc, il faut prendre les dispositions pour le mot-clé de tout ça, c'est une efficience optimale de l'utilisation de la ressource. Et là, on a les mécanismes, c'est-à-dire on sait comment faire. Là, ce n'est pas les outils qui manquent. Ce qui manque aujourd'hui, c'est cette volonté de mettre une cohérence dans la stratégie publique de l'eau et de prendre les dispositions adéquates. Voilà. Très bien, madame. Merci beaucoup. Je vois que notre séminaire a intéressé beaucoup de gens et que peut-être ça va nous donner des idées à traiter, peut-être des points particuliers au niveau donc, des séminaires prochains. Nos intervenants pour la clarté et la complétude de leur exposé. Et je remercie tous ceux qui nous ont suivis. Je leur dis à bientôt, car nous allons avoir beaucoup de points à traiter prochainement sur plein de domaines qui vont intéresser tout le monde. Merci et à bientôt.